général, c'est plutôt Lazare qui présente, mais je vais essayer de faire le même, schéma que lui. Donc en général, on commence par se donner des retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du défi? Qu'est-ce que vous avez pensé du système, de niveau? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était trop contraignant au niveau de l'interface? Enfin voilà quoi, vos retours sur, est-ce qu'il y en a qui ont commencé et qui ont pas fini? Comment on peut améliorer? Bah, Ce genre moi de ce genre de mmh, questions. moi, bah, personnellement, vu que c'est un peu ce que j'avais proposé, j'ai vraiment adoré le défi, que ça soit les 3 niveaux, personnellement. OK, OK, cool. Au niveau de la difficulté, est-ce que le système de niveau comme ça, c'est bien? Ou est-ce que c'est plus de travail? Est-ce qu'il faut qu'on essaie de garder ça? Ou est-ce que les défis d'avant avec, un seul truc à faire, ça vous plaisait plus? Moi, perso, j'ai trouvé que c'était vachement bien les 3 difficultés. Par exemple, j'avais pas beaucoup de temps ce week-end, mais j'ai quand même pu faire, la difficulté 1 du coup, donc j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça pas mal. OK, ouais, effectivement, l'idée c'était pas qu'une question de niveau, c'était aussi une question de temps qu'on veut y consacrer. Et oui, exact, Florent, c'est vrai que le sujet, il y a des imprécisions, mais ça, c'est ma faute. En particulier le sujet 2, le système de règles, de priorité des règles, c'était pas terrible. J'ai voulu faire, trop simplifié, au final, c'était moins clair, du coup. Hem, OK. J'attends que les gens qui écrivent dans le canal textuel, répondent avant de passer à la suite. Une fois si je lis en gros les retours du canal texte, effectivement, c'est la faute à tous les ambassadeurs parce qu'on a tous relu le sujet. Le niveau 1 permet aux temps de se lancer, oui, c'était l'objectif. Diviser en plusieurs niveaux de difficulté investissement, ça permet de participer de façon souhaitée en fonction de nos disponibilités. Ouais, c'était exactement l'objectif, c'était de que les gens qui veulent pas y consacrer trop de temps et juste faire un petit truc vite fait, puissent le faire. D'ailleurs, c'est ça permet aussi de faire par exemple, de tester un langage ou un outil qu'on connaît pas, je trouve. Sachant que notre première contribution en Julia sur le défi, voilà exactement. Le sujet 3 est libre, c'est assez cool. OK, bon bah globalement, hem, j'ai perdu le canal, ouais. OK, donc globalement le système de niveau plutôt positif. C'est une, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont tenté les différents niveaux. Je regarde dans le repos actuellement là. Je sais pas trop. Est-ce qu'on fait, oui, on va peut-être faire par niveau. On commence par ceux qui ont tenté le premier et on regarde comme ça en niveau, les niveaux les uns après les autres, c'est peut-être le plus facile? OK, bon. Alors, donc le niveau 1, donc peut-être rappel simplement, c'était une implémentation d'un automate donc cellulaire, qui se joue donc sur une ligne. Et donc c'est un programme pas très compliqué, mais qui permet déjà d'expérimenter parce qu'on peut changer la règle en fait de transition de l'automate très facilement et que ça fait des patterns, plutôt intéressants. Et l'intérêt aussi, bah, c'était que comme l'algorithmie était très simple, ça permettait de le faire, vraiment, enfin pour moi c'était un truc j'ai la sensation que c'était peut-être le défi le plus facile qui a été proposé, ce niveau 1, depuis qu'on a commencé sur NaN à faire les défis. Est-ce que quelqu'un veut présenter du coup sa solution pour le premier niveau? Si personne se propose, je veux bien présenter la mienne, mais par contre, je l'avais enlevé du repo, ne sachant pas si on pouvait mettre plusieurs niveaux. Bah, écoute, c'est pas très grave. Normalement, on avait dit qu'on prenait, c'était marqué une sub,
enfin, une pull request, enfin, genre, que chaque personne pouvait soumettre qu'un seul niveau, parce que le but, c'était pas de multiplier le temps de relecture ou le temps de Ok, bah boulot je serai pour le deuxième alors, ce sera plus simple. Mais éventuellement, si personne veut montrer sa solution pour le 1, moi, ça m'intéresse qu'on en présente une quand même. Si tu peux la montrer, moi, je trouve ça bien. Ok, pas de souci. Je vais juste prendre mon code alors. Voilà. Et je lance le partage. Clac, clac. Voilà, normalement vous voyez bien. Ouais, parfait. Ok, donc pour la résolution, je suis parti sur un truc assez simple. Donc j'ai ici j'ai fait une génération soit aléatoire avec les 4 états possibles, soit une génération avec le bit, enfin l'état du milieu à 1 du coup. Euh, Fonction simple pour montrer. Et puis après pour l'algorithme en lui-même, donc je fais avec deux tableaux entre guillemets. Au moment où je parcours le tableau, en fait, je sauvegarde toujours je fais un seul tableau et je sauvegarde donc à chaque fois l'état de la variable de l'état que je dois changer pour pouvoir faire la suite, sinon ça ne marche pas. Et pour les bords, j'ai prévu des cas spécifiques. Donc pour le bord gauche, je prends juste l'élément actuel et le suivant. Pour le bord droit, je prends juste l'élément précédent et l'actuel. Et sinon, bah, je fais toujours l'ancien plus la somme de l'actuel et du suivant. Et puis après, je check juste si ma somme ici se trouve dans. Enfin, si je check les états, quoi. J'agis en fonction. J'ai simulé un petit switch ici qui n'existe pas malheureusement en Julia de base. Donc j'ai fait quelque chose qui est similaire. Ouais, il n'y a pas de pattern matching en Julia de Il n'y a base. pas de pattern matching, non. Ouais. Donc j'ai fait une simulation en faisant un check, un équivalent un in dans la liste des éléments et en faisant un petit continue ici pour passer au suivant comme on ferait un break dans un case, dans un switch normal. Et puis voilà, après c'est juste agencer le reste dans mon main. Donc du coup si on run tout ça, ouais, par contre. Là ici j'avais fait des tests, donc du coup c'est pas forcément le mieux, mais si je fais juste ici un print world, show world, normalement ça devrait. Bon. Bah, Ah t'en oui. pas, sinon, si tu veux le. Voilà, là il génère. Ah, non, bon c'est pas grave. Non. J'avais fait des tests pour voir en fait les patterns stationnaires. Parce que avec les règles données, on pouvait voir qu'il y avait plusieurs patterns stationnaires, donc notamment si on mettait que des zéros, forcément ça bougeait pas puisque la somme était toujours nulle et que c'était lié à 0. Donc on a ce pattern stationnaire là. Et alors un bloc de 2, 3 aussi était un bloc stationnaire puisque la somme à 6 donnait un 3 et la somme à 3 donnait un 0. Donc sur les bords ça donnait exactement la même chose et au milieu ça redonnait les 3. J'ai trouvé que ça comme pattern stationnaire. Mais voilà, c'est intéressant de. On peut en trouver. On peut en trouver d'autres avec ces règles-là, mais effectivement, c'est une discussion intéressante en fait. Est-ce qu'à partir de juste les règles de l'automate totalistique, on peut déterminer si c'est stationnaire ou pas? C'est-à-dire si, en gros, l'idée c'est que, peut-être pour expliciter un peu, c'est que comme on est un système dont, on va dire, l'état n plus 1 dépend que de l'état n, si à un moment l'état n plus 1 est égal à l'état n, et ben le système il va boucler et donner que les états n. Et on peut aussi avoir des patterns plus longs, c'est-à-dire imaginons qu'on ait un état A qui mène à un état B, qui mène à un état C, et le C mène à un état A, on va avoir des boucles avec une différente périodicité. Et il y a une question assez intéressante et dont la résolution est dans les canons triviaux plutôt difficile, qui est de savoir à partir des règles, est-ce que ça boucle ou est-ce que ça ne boucle pas?
Et donc ça, effectivement, c'est un des sujets qui est plutôt ouvert sur l'étude de ces objets-là, où on a très peu d'outils mathématiques, en fait, pour aller toucher ça. C'est des systèmes qui sont très chaotiques, et donc c'est très compliqué de dire a priori si ça va boucler ou pas. Et quelle est la périodicité des boucles éventuelles. Juste à partir des règles. En gros, sans le simuler, quoi. Donc il y a deux trucs intéressants qui ont été soulevés dans ton code. Il y a la situation de qu'est-ce qu'on fait au bord. Alors malheureusement, j'ai pas prévu Tout à fait. j'aurais peut-être dû prévoir un petit diapo pour faire des dessins, mais j'ai pas grand-chose. Mais en gros, je vais peut-être prendre juste mon sujet. Je te laisse la main pour le stream. Oui. C'est juste pour expliciter un peu un des problèmes que tu as résolu. Alors, je suis pas une flèche de Discord. Voilà. Est-ce que le merveilleux sujet est streamé sur Discord? Oui. Ok. Donc, en gros, l'idée de l'automate, je rappelle très vite fait, c'était que la case qui est en bleu, par exemple, elle est influencée par l'état de la case grise, de la case bleue et de la case grise d'après. Donc en fait, c'est la somme du voisinage des deux plus proches voisins et de la cellule elle-même. Et donc il y a un cas particulier, et ça n'était volontairement pas mentionné dans le sujet, qui est qu'est-ce qu'on fait, comment on évalue le prochain état de la cellule du bout, celle-ci là, et comment on évalue le prochain état de la première cellule. Et à ça, en fait, il y avait deux réponses possibles. Donc la première réponse, c'était celle de dire, bah, en fait, mon monde, c'est pas une ligne, c'est pas un segment, on va dire, c'est un anneau, entre guillemets. Et donc, la voisine, on va dire, la voisine de gauche de la première cellule est la dernière cellule, et la voisine de droite de la dernière cellule est la première cellule. En fait, c'est comme si on jouait, si en fait l'automate, on le jouait avec des cellules qui formaient un anneau, dont les deux bouts étaient collés, quoi. Et l'autre solution était de dire, bah, tout ce qui est au bord, c'est nul. Et pour moi, donc cette solution-là était plus simple. En fait, on extrait un bout de segment de la droite infinie du monde, parce que malheureusement, notre mémoire, elle n'est pas infinie. Donc on ne peut pas stocker un monde de taille infinie. Et donc il y a deux solutions. Ensuite, c'est soit gérer comme tu as fait des cas particuliers, c'est-à-dire mettre des if, dire bah, if la cellule, si la cellule ici c'est la première, ou si c'est la dernière, alors je modifie un peu ma fonction de somme pour pas aller taper dans des zones de la mémoire qui sont plus l'arrêt qui contient le monde, quoi. Et une autre solution, un peu plus simple à mon avis, qui enlève beaucoup de problèmes, c'est de définir que le monde il est entouré par une bordure où il y a des zéros, par exemple, et de calculer la fonction de transition uniquement de on va dire de la deuxième cellule à la cellule n-1, quoi. En gros, on calcule la transition que pour cette cellule-là, et on considère que ce qu'il y a au bord, c'est des zéros triviaux, et comme ça, on n'a plus du tout ce problème à se poser. Alors, effectivement, on stocke des zéros sur les côtés qui servent à rien, mais l'intérêt de ça, c'est effectivement qu'on n'a pas ce problème de gérer des bords. Et rapidement aussi, ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est que comme on a le monde il est stocké avec un objet qui est mutable, donc un arrêt dont on peut modifier les valeurs, si on modifie le monde au fur et à mesure, on a un problème qui est qu'on peut se retrouver dans un cas où l'état du monde à l'état n+1 va influencer le monde à l'état n. Et ça, c'est pas du tout logique, c'est la faille spatio-temporelle un peu, on fait une incrémentation de temps linéaire, et on veut pas du tout que l'état n+1 il influence l'état n. En gros, on veut pas que ce qu'on ait calculé influence le prochain calcul de la cellule suivante. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, imaginons que là, on calcule que 0 plus 1 plus 2, ça fait 3, on met 3 dans la case bleue. Au moment où je vais calculer le voisinage de la case de droite, ici, du 2, et ben, je vais faire, ce que je dois faire, c'est 1 plus 2 plus 3, pas 3 plus 2 plus 3. C'est-à-dire que je dois prendre ici la valeur, on va dire l'ancienne valeur. À ça, il y a deux réponses. Il y a la manière brutale de dire, bah, je copie tout le monde. Et ici, là, on a la solution Jula qui a été montrée, elle est un peu plus intéressante que ça, parce qu'on dit, ah, bah, en fait, je sais déjà quelle valeur va être modifiée. Celle qui va être modifiée, c'est juste là, la n-1, celle que je suis en train de calculer. Donc j'ai juste à copier celle-là. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de dire, bah, je copie tout le monde. Parce qu'en fait, peut-être d'un point de vue algorithmique le plus simple, de dire, bah voilà, ça c'est mon nouveau monde. Je fais mon calcul dans le nouveau monde, et après je remplace l'ancien monde par le nouveau monde. En gros, je fais un swap. Et là, la solution qui est montrée, du coup, est plus efficace parce qu'on n'a pas à copier tout le monde dans la mémoire et à faire des mêmes copies. On garde juste l'état de la cellule qu'on est en train de modifier. Ok.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce niveau 1? Je pense que ça va normalement. Je vais peut-être montrer juste... ta, 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 ta. Bon, on va pas rester 20 ans sur le niveau 1 non plus, parce qu'il y a des trucs très intéressants qui ont été suggérés pour le niveau 2. Juste rapidement, je vais partager un des résultats qu'on pouvait obtenir. Voilà, donc en gros, ça, c'était avec l'état proposé et les règles proposées, en affichant les états successivement sur des lignes de pixels d'une image, avec du coup une couleur par état, où les zéros, c'est la couleur bleue, là. C'est les patterns que l'automate y générait. Là, je suis dans le cas... Et donc voilà, donc on voit bien qu'il y a des choses qui se répètent, mais la question de savoir si ça boucle, elle est compliquée. Et bon, celui-là, on sait qu'on peut prouver que celui-là ne boucle pas dans un espace de largeur infinie, en regardant qu'en fait, il est toujours à... Cette structure au bord, là, elle se répétera pour toujours. Mais il y a des cas où c'est un peu différent. En particulier, là, si on regarde que ce qui se passe ici, par exemple, et qu'on considère que la fraction... Alors, je peux pas... Ouais, super Microsoft, merci beaucoup. Mais en gros, si on regarde que ce qui se passe ici, et qu'on enlève le monde extérieur, on voit que là, il y a un pattern qui boucle avec une période de 3, qui était a priori pas si trivial que ça au regard des règles. Voilà, voilà. Mais ça, c'est en fait science étonnante. On avait parlé dans une de ses vidéos et il montrait justement sur sa vidéo de Conway et tes automates cellulaires que de règles toutes bêtes, on pouvait avoir plein de choses en fait. Et surtout des choses non finies en fait. C'est-à-dire des choses non finies, des choses qui s'éloignent, qui divergent. Voilà, Mais, ouais. oui, qui ne sont pas bornées. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire que dans le cas général d'un automate quelconque, on peut avoir des comportements totalement statiques ou des grands cycles, des cycles très très longs. Il y a des gens dans le jeu Conway qui font des choses qui sont cycliques, donc qui va dire qui restent, comment on dit correctement, qu'on peut contraindre dans un espace fini, quoi, et qui ont des périodes très 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 longues. Et c'est un peu un jeu aussi de trouver des oscillateurs avec des périodes très longues parce que c'est pas si facile. Il y a des oscillateurs triviaux, il y en a qui sont pas si triviaux, mais effectivement, ouais, c'est des mondes très très riches. Ouais. Comme Ouais. une petite fourmi. Si vous voyez la référence. À la fourmi de Longton qui, Oui. pour quelques milliers d'itérations, semble converger et puis en fait diverge à fini. Ok. Très très bien. Alors, est-ce qu'on regarde le niveau 2? Je sais qu'il y a eu la majorité je pense, des submissions qui ont été faites, les propositions sont en fait des gens qui ont réalisé le niveau 2. Donc c'était simuler un feu de forêt. Donc cette fois-ci, c'était un automate qui se passait sur une grille en 2 dimensions, alors toujours avec un degré de, on va dire, connexité 4, c'est-à-dire qu'une cellule, enfin non, du coup 8 avec 8 voisines. Il y a Avanini qui a ici qui a une solution qui est très élégante, qui repose sur un truc qui vous a déjà été évoqué ici, qui est le produit de convolution. Et donc c'est une solution on va dire plutôt mathématique, mais qui est très élégante et qui en plus peut être assez efficace grâce à la vectorisation. Mais voilà, je le laisserai en parler. Mais est-ce qu'avant, il y a quelqu'un qui a une solution plus classique à présenter? Je sais qu'il y a eu de submissions intéressantes. Je ne sais pas si des gens ont envie de les présenter. Oui, non?
Je regarde. Je ne serais pas contre te présenter mon deuxième après quelqu'un d'autre. Quelqu'un Ok. veut présenter sa solution. Je sais qu'on a du Julia qui a été fait à la base, c'est ce qui a été commit par Ellipsos. Il y a des gens qui l'ont fait en Python aussi. Il y a une forêt hexagonale de l'INEC, mais qui n'est pas là ce soir, et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Oui, exactement, ce produit de convolution là, mais du coup dans une dimension 2. Donc c'est plus l'intégrale sur R, ce sera un truc un peu différent. Mais c'est la même idée, oui. Et nous, bien sûr, on calcule voilà, en discret, ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut pas calculer la version formelle. Bon, bah si personne veut parler de ces solutions, c'est dommage, mais tant pis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, donc je sais pas trop à qui donner la parole. Moi, ma solution, personnellement, elle n'est pas intéressante pour ce niveau-là. Mais, aucun intérêt sur ma solution. Parce que c'est nul, parce que c'est une implémentation de bourrin, nulle, pas efficace. Oui, c'était juste pour formuler l'exercice et avoir un jeu de règles qui fonctionne bien. Du coup, on peut éventuellement... Sinon, je veux bien présenter en 1 ou 2 minutes ma solution pour le niveau 2. Ouais, Ça vous de parle? manière très sommaire, ouais, c'est bienvenu. Alors, je partage l'écran avant. Donc, j'ai choisi le langage C++ et la bibliothèque STL pour l'affichage. Donc, en fait, tout simplement pour commencer, j'ai un vecteur vecteur en fait qui va contenir toutes mes cellules. Donc, par exemple, j'ai 50 lignes, donc il y aura 50 vecteurs, bref. Donc, je initialise. Voilà. Et puis, à chaque affichage, en fait, je dessine chaque cellule. Et puis, donc, je commence par dessiner l'état de base des cellules. Et puis après, je les évolue. Donc, en fait, j'ai une fonction qui va me permettre de vérifier si on est à la ligne 1, 1. Le nombre de lignes actuelles est supérieur à 1, donc on a une ligne qui est avant nous. Donc ça va ajouter cette ligne-là, cette ligne-là, bref, les 8 lignes. Et donc, si suivant le nouveau statut, suivant le statut actuel de la cellule, ça va la mettre à jour selon les règles. Donc là, c'est vraiment tes if, else imbriqués, mais il peut être possible de mieux optimiser tout cela. Donc, par exemple, si le nombre de cellules anciennes est supérieur ou égal à 5, et avec la bonne mince, bref, la probabilité, etc., on la change de statut. Et on va afficher le tout, ce qui nous donne un petit résultat comme cela, avec une mise à jour assez rapide. Donc on voit que les feux commencent vraiment à se déclarer dans plusieurs centres, et c'est vraiment après circulaire la propagation, enfin, pas circulaire, mais ça s'étend aux autres feuilles. Voilà, c'est tout. Ok, super, merci. Du coup, en fait, le problème, c'est que généralement, les méthodes pour optimiser les automates cellulaires, elles fonctionnent de deux manières. Elles fonctionnent avec un octree, enfin du coup un quad tree. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas calculer les cellules qui ne changent pas d'état.
Le problème, c'est que comme là, on a du random, et toute cellule est susceptible de changer d'état. Et donc, en fait, voilà, ça complique l'optimisation qu'on peut faire sur ce genre de choses. Et alors, il y a une des solutions qui est en fait de renverser la probabilité conditionnelle, un peu en quelque sorte. C'est-à-dire, au lieu de regarder chaque cellule, de regarder son voisinage, de regarder qu'elle vérifie des propriétés, et ensuite d'évaluer si, enfin, de tirer un nombre au sort, ou de prendre un nombre au sort qu'on a déjà généré, et de regarder si ça correspond ou pas, on peut tirer une cellule au sort sur la grille et des coordonnées, quoi, regarder son voisinage et changer son état. Il faut être assez. En fait, on n'arrive pas à faire exactement les mêmes choses. En particulier, s'il y a des probabilités très faibles ou des configurations d'état très très précises, ça marchera mal parce qu'en fait, il faut faire plein de tirages qui servent à rien. Mais il y a des cas où, on va dire, où quand les probas sont relativement homogènes, ou quand il y a enfin, quand les probas sont relativement homogènes, on peut faire des choses qui font des approximations pas trop mal, mais le problème, c'est comme c'est le système, enfin, on va dire plutôt chaotique, ils peuvent diverger assez vite. Et du coup, c'est difficile si on veut s'en tenir exactement aux règles et avoir des probabilités, on va dire, entre guillemets, exactes, c'est assez difficile d'optimiser. On va dire, sauf dans le cas, bien sûr, où il y aurait des, euh, des changements d'état qui soient triviaux. C'est-à-dire, par exemple, dans le jeu de la vie, l'idée, c'est que quand on a que des cellules à l'état mort, il n'y a pas de cellules qui se créent. Donc ça sert à rien d'aller regarder les cellules à l'état mort entourées de plein de cellules mortes. Et en particulier, si on veut simuler des mondes très très grands, on se dit que c'est un peu la même idée que le codage des matrices creuses en algèbre. Si que le monde il est majoritairement rempli de cellules mortes, de grands clusters de cellules mortes, ça sert à rien d'aller calculer les cellules mortes. Et c'est là qu'en fait il y a un intérêt de, du, du quad tree, c'est qu'on peut définir facilement du coup des grandes portions carrées ou rectangulaires du monde où il n'y a que des cellules mortes et ne rien calculer dessus, ne même pas aller regarder les états et tout ça. On sait que là-dedans il n'y a que des cellules mortes. Donc ça peut être assez. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'avec les règles ici qui sont donc entièrement probabilistes, c'est très difficile d'optimiser plus que ça. À Vanilla, il y a une solution qui peut marcher mieux parce que grâce à la vectorisation en fait. Mais dans l'idée, c'est difficile de trouver un algorithme qui soit vraiment mieux. J'avais un autre truc à dire sur le sujet, mais je m'en souviens plus. Ah oui, et oui, très important. Quand on n'est pas probabiliste, il y a un truc qu'on peut faire avec certains jeux de règles qui marchent très très bien, c'est de faire un état, en fait, de faire un cache et de chercher les comportements cycliques. En particulier, encore une fois, pour simuler Conway enfin, le live de manière efficace, il y a un truc qui marche très bien, c'est de regarder les patterns qui se répètent. Donc en fait, de mettre en cache les résultats d'opérations des macrostructures, quoi, pas qu'à l'état d'une seule cellule, à l'état de, à l'état d'un ensemble de cellules de dimensions. Alors on peut faire ça sur plusieurs dimensions, etc. Et on se dit, ah oui, en fait, cet état-là, je l'ai déjà vu, j'ai déjà calculé ça avant. J'ai déjà calculé ça avant, et mettons, 20 cycles après, il m'a donné ça. Donc en fait, j'ai pas besoin de calculer 20 cycles, parce que j'ai déjà mon résultat en cache. Alors dit comme ça, on se dit, ouais, c'est un peu. Ça paraît un peu bizarre comme solution, parce que ça consomme plein de mémoire, c'est pas facile. Alors effectivement, faut faire des hashes et tout, c'est pas évident. Faut bien regarder le bénéfice coût, quoi. Mais en fait, comme on a beaucoup de comportements cycliques, et en particulier quand c'est des gens qui dessinent des systèmes qui fabriquent des choses comme des ordinateurs ou des vaisseaux, des choses comme ça, c'est extrêmement cyclique. Ces optimisations-là, dans le cas, on va dire, d'usage, de jouer avec Kono et fabriquer des choses, eh ben, c'est hyper efficace. Et l'idée, c'est qu'en plus, là où c'est magique, c'est que plus on fait tourner le programme longtemps, plus il est efficace. C'est-à-dire que plus on fait tourner longtemps, plus on a de choses dans le cache, plus on connaît les états, plus on a des grands cycles, plus on a une bonne granularité d'opération, et donc plus le programme il est efficace. Et alors là, c'est des ordres de magnitude en efficacité par rapport à l'approche classique de regarder toutes les cellules du tableau, quoi. Encore une fois, vu qu'on est probabiliste, c'est une mauvaise idée de faire ça, parce qu'on ne peut pas faire de cache, vu qu'il y a des probas. Et donc c'est bien embêtant, cette histoire d'automates probabilistes, et les automates déterministes sont beaucoup plus faciles à optimiser pour cette raison-là. Je sais pas si... Oui, tout à fait.
Oui, bonjour, je suis toujours là. Bonjour. Alors, je fais le partage d'écran. Oui, très bien. Ok. Là, c'est bon, vous voyez le code? Ok, du coup, je suis parti du principe où j'ai créé des cellules comme tuto facile. La cellule, elle a un état, donc si elle est jeune, vieille, etc. Donc ici, je vois mon énum. Et ensuite, après, j'ai créé des listes. Et cette liste ici, ça a un état. Et cet état a des conditions. Donc ici, on va voir les conditions. Là, je remplis, donc j'initialise tous mes tableaux. Et comme ça, je sais que quand je vais tomber sur une cellule, je vais parcourir la liste des états. Et si par exemple elle est jeune, ben, je vais récupérer les conditions. Et ici, je vais avoir les conditions que ça doit remplir. Donc ici, voilà, pour les probabilités. Donc là, je vais juste montrer l'implémentation ici. Hop, bon, ici, c'est le remplissage des cellules. Voilà. Donc moi, mon calcul, il va se faire ici. Donc je vais parcourir mon tableau XY. J'ai sauvegardé, bien sûr, en fait, mes états dans une liste à plat. Donc là, je reconvertis la 2 dimensions en une dimension. Et je regarde, bon, bien sûr, s'il y a des voisins ou s'il n'y a pas de voisins. Et j'arrive ici, donc une fois que j'ai récupéré la liste de tous mes voisins, je récupère la condition. Et ici, on voit qu'il y a un entier. Donc dans les conditions que j'ai remplies en haut, on dit par exemple s'il y a besoin de 5 voisins qui doivent être dans un certain état, ben, je vais regarder si mes voisins, effectivement, ils sont bien dans cet état ou pas, et je vais décrémenter. Et une fois que ça arrive à 0, ça veut dire que la condition, 0 ou en dessous, hein, c'est-à-dire que la condition est remplie, et à partir de là, ben, je vais faire mon aléa, je lance mon dé, et là, par contre, j'ai fait juste la condition. En gros, si c'est égal à 1, je fais le changement d'état. Par contre, si c'est pas égal à 1, quoi qu'il arrive, s'il y a une condition qui était remplie, je sors de la boucle et je passe à la cellule suivante. Et au final, j'ai un comportement assez bizarre. Voilà ce qui donne ça. C'est-à-dire qu'on voit bien ici, les fourrés ne Alors, bougent jamais. ouais. Alors, à mon avis, quand je vois les lignes que ça fait là sur des droites type x égale y, un demi de x, enfin tout ça, enfin les lignes que ça fait comme ça, je Ouais. dirais que tu as un problème dans ton système qui transforme tes coordonnées 1D en 2D ou un truc comme ça. Ah, dans ma transformation. Ouais. Je pense que, enfin, alors juste, voilà, hein, moi je suis une quiche en C++, mais avoir le truc comme ça, et vu la logique que tu as présenté, ça pourrait venir d'un offset qui fait que tu ne règles pas tes états au bon endroit, par exemple. Ok, bah, je vais Après, essayer de passer on là. peut pas forcément faire de bug fix en live là, parce que ça prendrait un peu trop de temps. En tout cas, Non, mais c'est très intéressant de voir une solution qui ne fonctionne pas. Alors, peut-être qu'il y a des gens plus calés que moi qui ont été plus assidus, qui ont d'autres suggestions pour corriger ce problème. mais j'aurais Mais une question. La partie des aléas, c'est la bonne méthode, le fait de dire, bon là j'ai tout ramené, si on regarde ici, bon là je me suis pas embêté, en gros j'ai tout ramené à, là j'ai une probabilité de 1%, donc j'ai dit que ça faisait 1 sur 100, et la probabilité de 0,005%, j'ai dit ok, ben c'est 5 chances sur 100 000, et j'ai ramené à 1 sur 20 000, et comme ça je peux générer mon la plus- aléa, et par contre je dis que c'est ok si je lance le dé que c'est égal à 1. Donc J'ai c'est pas raté compris la première. j'ai pas compris cette histoire de égal à 1, mais en gros, généralement, ce qu'on fait, c'est la plupart des générateurs aléatoires, pas tous, hein, ils permettent de sortir avec une efficacité correcte des nombres flottants. Et donc, Mhm. si on veut faire dans la version flottante, on fait juste un test de comparaison. On peut sûrement faire mieux avec un générateur qui sort directement des chaînes de bits et donc faire des entiers et euh, regarder regarder en fonction du nombre entier qu'on a tiré, quels sont les critères pour que ça valide notre condition avec des offsets ou un truc comme ça. Mais là, je connais pas assez bien pour vraiment donner une réponse pertinente. Je sais pas si
Là, en fait, on écrit juste, en pseudocode, on écrirait rand, si c'est un nombre entre 0 et 1, rand inférieur à 0.0005, par exemple. Et là, on sait qu'on a 0.05% de chance de, de, de tirer cette valeur-là, parce que le générateur, il s'arrange pour être uniforme entre 0 et 1. Et normalement, la performance de la production de nombres aléatoires sur des flottants, elle est très correcte. Peut-être que je m'avance un peu, mais il me semble que c'est quasiment au niveau de ce que sortent les générateurs quand on leur demande de fabriquer des entiers aléatoires. D'accord, ok, j'ai compris. Je crois. Ok. Merci beaucoup pour montrer la logique et tout ça, et poser des questions, c'est intéressant. J'ai une question. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Merci, merci. Il y a une question qui a été posée vite fait dans le chat. C'était, mais regardez dans le cache, comparé avec ce qu'il y a, c'est plus lent, non? Comparé à, en parlant de ce que je disais tout à l'heure, de mettre en cache les trucs cycliques. Et effectivement, ça peut être vachement plus lent. C'est pour ça qu'il y a vraiment un dosage entre bénéfices et, on va dire, et coûts. Mais imaginons qu'on ait des patterns qui nécessitent de faire sur un 16 par 16 qui soit cyclique de période 100. Et ben c'est beaucoup plus rapide de faire une comparaison avec le cache que de calculer les 100 cycles sur une grille de 16 par 16. En fait, c'est pour ça qu'il faut bien doser les paramètres de l'algorithme. Mais effectivement, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que c'est pas du tout évident de comment on paramètre le truc pour que ce soit efficace, quoi. Et alors, par contre, pour pouvoir établir facilement que c'est le bon état, on hash. On calcule des hashes sur les quadrilles pour pouvoir faire des comparaisons faciles et savoir si c'est un truc qu'on a en cache ou pas. On s'amuse pas à parcourir tous les états du cache et à comparer cellule par cellule. On a dans le cache un hash et comment on définit qu'on enregistre dans le cache? C'est chaud. En général, c'est là que les algorithmes sont compliqués. C'est qu'en fait, on faut une fonction de hachage qui soit rapide et qui n'ait pas trop de collisions. Et on regarde si on l'a ou si on l'a pas. C'est un peu technique et je vais pas pouvoir rentrer trop loin dans ce sujet-là parce que ça me dépasse. J'ai jamais implémenté ça personnellement. Mais en tout cas, effectivement, c'est la question de est-ce que ça a marché mieux ou pas, elle est pas évidente. Et sur le paramétrage, elle est pas évidente. Fait de collision, non. Bah, en fait, si, il y en a. L'idée, c'est il y en a forcément puisque le cardinal de l'ensemble d'arrivée est plus petit que le cardinal de l'ensemble de départ. Et donc, de quoi? Ah oui, oui. Bah, la sortie de la fonction de hachage. Le résultat du hash, il est sur un card plus petit que l'entrée. Donc forcément, il y a des collisions. L'idée, c'est de se dire que les collisions se produisent sur des éléments dont le cardinal est très différent. Et que donc, la collision va se produire pour... il est improbable que quelqu'un lance une fonction de hachage sur un nombre qui fasse des milliards de digits. Et donc, des milliards de digits, si, des milliards de digits, on va dire. Et donc, l'idée, voilà, et voilà, c'est toujours possible, mais généralement, on espère que ces collisions, elles sont très loin des cardinaux usuels. Elles vont se produire pour, mettons, un nombre, je sais pas, 324, et un nombre absolument monstrueux, infâme, que personne ne va jamais tenter de hacher parce que ça dépasse le truc. Improbable, mais pas impossible, exactement. Et par contre, on va dire des estimations mathématiques très fiables très puissantes sur l'idée que les collisions vont être repoussées dans les cardinaux très grands. Que les éléments pour lesquels h de b c'est égal à h de a, ça va être des éléments de cardinaux très différents. En fait, c'est un peu ça l'astuce. C'est de repousser le plus loin possible sur les collisions. Oui, il y avait Avenini qui a dit qu'il y avait une question dans le chat. T'entendais ou pas? Ouais. Ok, ouais, c'était pour Egrim et Gary, pardon, du coup. Tu tires un dé pour savoir si tu dois faire la transition, du coup. Et comment tu choisis quel dé tu tires s'il y a deux transitions possibles? Ah, les transitions, oui, dans mon tableau, je les ai classées par priorité. Donc, du coup, quand je parcours la liste des conditions, si je tombe sur ma première condition, je lance mon dé.
Et puis après, si le dé c'est positif ou négatif, j'arrête, c'est-à-dire je continue même pas les conditions. D'accord. Ok. Donc je Ok. peux faire que une condition, je rentre dans une seule condition, la première que je Donc, trouve du coup, qui est remplie. tu as du priority. Oh. Une ordre de priorité pour les conditions, du coup. Oui, ouais. Et elle est Ok. initialisée par rapport au tableau. L'indice Ok. 0, ça sera la priorité 0 et etc. 1, 2, 3. Oui. Ok. Et juste pour info, là, les deux fichiers que j'ai donnés, en fait, si on fait le HMD5 des deux fichiers, on aura exactement le même hash, le même condensat. Les deux images. Ah, ok. Le MD5. MD5. Ouais. Oui, oui, c'est vachement bien comme. Oui, oui, effectivement, je connaissais pas l'exemple non plus. C'est une démonstration sous les yeux de. Après, Ouais. c'est pour ça qu'on n'utilise pas MD5 en crypto, hein. C'est parce que. Elles sont tirées de. Étonnant que ça collisionne sur ça, hein. Parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de données. C'est quand même étonnant que sur un cas avec si peu d'informations, il y ait une collision, quand même. Bah, je me dis qu'elle a peut-être c'est peut-être on connaît pas les dimensions des images d'origine. Ah, sur les deux images, les deux photos, tu parlais? Ah. Si elles sont en 1280 par 985, l'avion, et l'autre 1280 par 905 en dimension. Ouais, ici, ça commence à faire quand même. C'est tiré d'un CTF, le MindNights CTF. Ok. C'était inattendu de parler des haches et des collisions dans le celui-là sur les automates cellulaires, mais du coup, c'est intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent parler du niveau 2? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah, dans ce cas-là, il y a Avanini qui peut présenter sa solution peut-être pour le niveau 2. Alors, je vais partager l'écran. Ouais. Je suis perdu dans les... Voilà. Écran. Ok. C'est bon? Ok. Ok. Du coup, pour expliquer un peu le principe de base, est-ce que ça va marcher? Ah, ça marche pas. Ouais. C'était censé L'effet écrire, de... mais ça écrit pas. Je vais juste essayer de le remettre. Un truc. Attends, je coupe 2 secondes. Ok, ouais, pas de souci. Comment on coupe? Voilà, comme ça. Ok. Je cherche une idée pour meubler, mais j'en trouve pas. Bon, bah, Étagère. ok, bon, bah, tant pis pour ça. On va faire ça. Hop, écran.
Je voulais juste dessiner, enfin, pouvoir montrer sur utilisant la tablette, mais bon, ça marche plus. Ok. Du coup, l'idée de base de ce genre de choses, si on imagine qu'il y a juste des cellules vivantes et des cellules mortes, c'est de compter les cellules autour, en gros. Et il y a une opération qui fait ça en maths, ça s'appelle une convolution, où en gros, on va dire qu'à chaque case du tableau, on multiplie ce qu'il y a autour par un autre tableau, puis on fait la somme des deux. Ok? Et vous voyez mon écran en fait. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Le code est peut-être un peu petit du coup. Si c'est VS Code, tu peux zoomer un peu, contrôle plus, je crois. Le terminal aussi, c'est trop petit là. Oui, quand même. Mieux. Ouais, moi j'arrive à lire, je sais pas sur les écrans plus petits ce que ça donne. On arrive c'est à très lire, bien. mais c'est pas encore l'idéal. Là, Ouais, là c'est parfait. Là, c'est très bien. Ok. Du coup, l'idée, c'est de prendre un petit tableau qui ressemble à ça, avec des 1 autour et un 0 au centre. Quand on va le superposer à un endroit du gros tableau, on va multiplier toutes les cases autour par 1. Donc, on va y avoir 1 si c'est vivant, 0 si c'est mort. Et au centre, on a 0. Puis on fait la somme, et ça nous fait le nouveau chiffre. Et donc, ça nous donne au centre la somme le nombre de cases vivantes autour. Si par exemple, je prends une cellule qui est comme ça, donc tout est vivant, et que je l'applique, je l'ai appliqué avant, et que je regarde le résultat, on voit bien que dans le coin, il y avait 3 cellules autour. Deuxième, il y en a 5, etc. Du coup, là, on connaît le nombre de cellules vivantes autour, et après, on peut faire les conditions qu'on veut. Le problème dans notre cas ici, c'est qu'on n'a pas qu'un seul état, on en a plusieurs. Du coup, une solution, c'est de passer. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, c'est juste on passe dans une base quelconque, une base plus grande utiliser les nombres, on va les afficher dans une certaine base. Là, j'ai pris la base exa parce que ça tombe plutôt bien pour cet exemple-là, ça marche bien. Et on va prendre, par exemple, si j'affiche maintenant mon premier tableau, donc data, donc en exa, on a c'est que un au tout dernier numéro, donc c'est des int32, donc il y en a 8 des chiffres normalement, il n'affiche pas les zéros qui sont devant. Et quand on somme, on va obtenir nouveau, je regarde le résultat, le dernier nombre, c'est le nombre de cases vivantes autour. Maintenant, si on avait à la place de ça, donc cette fois, si en entrée, je prends quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire que j'ai créé en hexa des nombres aléatoires, mais on s'en moque un peu. L'idée, c'est que pour chacune des positions possibles d'un nombre héxadécimal, donc dans les 8, là, je mets un 1 à un seul endroit. Et ce 1, là, ça représente l'état de ma cellule. Cette cellule-là, elle est dans l'état numéro 2, celle-là est dans l'état numéro 8, celle-ci est dans l'état numéro 4, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand on va faire la somme, avec la même chose qu'avant, je regarde le résultat, buffer. Si je prends cette cellule-là, donc c'est ici, ce chiffre-là, chacune des positions, ça me donne le nombre de cellules correspondantes dans l'entourage. Donc celle-là, elle avait une cellule dans l'état 1 autour, une cellule dans l'état 2, une cellule dans l'état 3, pas de cellule dans l'état 4, 5, 6, une cellule dans l'état 7, une cellule dans l'état 8. Et du coup, avec ce tableau-là, j'ai fait en une opération, enfin une grosse opération, mais une opération, je calcule tous les voisinages d'un coup. Donc je sais exactement quel voisin a chaque cellule. Et après, la suite, c'est plus ou moins la même chose que pour tous les autres algos. Donc depuis celui-là, je peux déterminer si je respecte la condition, le voisin, j'ai plus de n voisins, et appliquer après la proba. Donc c'est l'idée de base. Et donc pour montrer un peu plus précisément, en fait, il y a deux tableaux. Hein. Il y a un tableau pour les
pour les états et un tableau pour compter les voisines. Un tableau d'entrée, puis le tableau de sortie. Et après, je mets à jour le premier tableau, puis je calcule le deuxième à nouveau. C'est comme n'importe lequel Lego d'ailleurs. C'est comme les opérations pit à pit en C++. Tu appliques un masque et ça te permet de te retrouver chaque valeur. C'est ça. Alors ça, j'ai pas réussi à le faire de manière efficace parce que je n'ai pas trouvé comment faire en Python pour lui dire compare entre le 4e et le 6e bit, est-ce que c'est plus grand que machin. Donc du coup, ce que j'ai fait pour après, c'est que ces nombres-là, j'ai appliqué un bit shift pour que le bit que je veux voir soit à la position finale là. Et après, je peux faire une comparaison bête et méchante. Une fois que le bit intéressant est tout au bout, ceux qui sont avant, pour une comparaison supérieure, on s'en fout complètement. De toute façon, voilà, si tu compares la valeur du premier là, peu importe ceux avant, si tu es inférieur, tu seras toujours inférieur. Si le premier est supérieur, tu seras toujours supérieur. Ce que je voulais montrer. Ah oui, je vais montrer. Voilà. Donc si je prends alors, je montre ici. Si je prends dans mon tableau d'entrée la cellule 1.1, donc c'est celle qui est ici, là, ce qui se passe, c'est que en Python, on a ce qu'on appelle des vues qui permettent de choisir localement des endroits sur le tableau sans recalculer quoi que ce soit. C'est juste une vue locale du tableau. Et les données en interne sont toujours les mêmes. Donc si je modifie cette vue, je modifie le tableau. Ça permet d'éviter d'avoir des copies. Et il y a la même chose en C++. Non. Donc ça, là, ça correspond bien à ces 3 cases-là, comme ça, là. C'est pas carré, mais comme ça. Évidemment. Ça donne ce résultat-là, où donc on a 2 cellules qui correspondent à l'état 1, donc on voit bien qu'on en a une et 2, ici. Donc je crois que j'ai un peu prédit le truc principal. Donc pour le code, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'est pas très très beau, mais la plus grosse partie, c'est cette fonction-là qui fait la convolution, justement, où il y a une étape d'initialisation au tout début du code où on prépare un buffer de données qui est à 0 et qui est un peu plus grand pour régler les problèmes de bord que mentionnait Triphase au tout début. C'est-à-dire que si je regarde dans mon si je regarde mon vrai buffer de données, il y a des zéros tout au bord à chaque fois. Pour que si je clique mon masque sur la première case, il est bien des cases à multiplier à gauche et en haut, sinon ça ne marche pas. Une vue du coup qui permet justement d'avoir. Alors cette vue-là, je ne vais pas montrer ensemble, mais si je regarde, pas vue, pardon. Donc la vue, c'est mon tableau sans les bords en plus, donc c'est juste une vue à nouveau, donc les données sont les mêmes. Et Strict Data, c'est justement ce qui me permet de parcourir ce tableau bloc par bloc. Donc on voit ici que ça, c'est la taille du bloc que je vais parcourir, 3 par 3. Un peu. Et ça, c'est la taille de mon tableau d'origine. Donc j'ai un tableau de 15 par 5 par 3 par 3, où si je regarde la valeur en 1, 1, 1, 1, ça sera la valeur en 1, 1 du tableau d'origine. Et le masque en 1, 1, puis on regarde la valeur au centre du masque. Et l'opération, du coup, à chaque tour de boucle, du coup, il y a cette opération, et c'est l'opération la plus lourde de l'ensemble. Donc, n-sum, peu importe, mais en gros, ça, c'est les indices pour le masque. Ça, c'est les indices sur mon tableau qui est ici. Et ça, c'est la sortie. Donc, pour tous les i et tous les j, il fait la somme sur l'ensemble des m et des n qui parcourent la stride, j'ai plus le mot en français. Ouais, moi non plus, une stride. Il y a un mot, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, toute la stride est tout masque et il multiplie les deux.
Et donc, du coup, bah là, c'est les styles, donc c'est les indices pour ça, c'est les indices pour cette partie-là, ça, c'est les indices pour lui, et la sortie, bah, je la mets où je veux. Et ça, c'est juste pour pas qu'il m'emmerde en vérifiant les types. J'en suis sûr ici. Et donc, dans la suite du code, après, je vais appliquer les conditions plus haut. Je peux les montrer rapidement, mais voilà. Ici, je vais appliquer les. C'est là où j'applique les conditions. Donc, je regarde si d'abord la valeur que je. Enfin, les conditions type par type, donc, enfin, état par état. Donc, ça, c'est un état en question. Ça, c'est la grille. Donc, je prends tous les éléments de la grille qui sont égales. Et après, je regarde que tous les éléments. Le shift, c'est pour récupérer la valeur, donc peu importe, c'est pour récupérer la valeur qui m'intéresse justement, donc récupérer le ième élément. Je regarde si le ième élément est bien supérieur à la condition, et ça me retourne un tableau de booléen qui me dit vrai ou faux, la condition est respectée pour telle case. Et ensuite, ensuite je pilote la probabilité. Je ne sais plus trop où c'est, je crois que c'est ici, mais bon, peu importe. C'est pas la partie la plus importante, parce que ça, c'est la même que chez à peu près tout le monde, je pense. Donc, c'est une méthode qui est relativement efficace. Donc la sortie, je l'ai gérée en utilisant OpenCV. Alors, je ne connais pas trop la bibliothèque, donc je l'ai fait comme j'ai pu. Elle me tue un peu les perfs sur les gros tableaux. Et je ne sais pas comment faire ça mieux. Et si j'applique, voilà, donc sur une grille de 512 par 512, donc je génère des images le plus vite possible. Et là, je ne les sauvegarde pas pour pas que ça soit pris en compte. Et il me calcule, voilà, 50 cycles par seconde. Ça diminue un peu, je sais pas pourquoi, mais ça diminue. Je pense qu'il y a un bug sur cette partie, là encore. Et ça donne ce genre d'image-là quand tu laisses ça tourner assez longtemps. Donc là, c'est une image en 720p. Je vais augmenter un peu la taille. Une image en 720p sur 2 minutes avec 60 images par seconde. Et donc ça fait ça. Oui, une boucle. J'ai pas fait plus grand parce que en 720p, ça prend quand même du temps à générer en fait. Hein. Ça commence à descendre. Bah, 720p, donc c'est je sais pas combien. Ouais, oui, embêté. Mais bon, après, je crois que par exemple, Lazare a quasiment eu les mêmes performances que moi, alors qu'il utilise. Un lookup plus classique, oui. Après, le truc, c'est que Lazare, il l'a fait en JavaScript. Il faut voir un peu l'énergie qui a été dépensée dans les machines virtuelles JavaScript et comment les compilateurs, comment les interpréteurs JavaScript et les contextes JavaScript, ils sont malins pour vectoriser les opérations. Et en fait, c'est pas tellement dû à l'intérêt de l'algo de Lazare en soi, qui est assez malin aussi avec le swap et tout ça, et qui a quelques trucs assez optimisés. C'est plutôt que les machines virtuelles JavaScript sont super optimales de nos jours, en fait. Mais cette solution-là, avec la convolution, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'en gros, si vous avez suivi ce qui se passe là, Avanini, avec son algo, il peut super facilement changer son voisinage, parce qu'il a qu'à changer en fait la deuxième matrice de son produit de convolution, la matrice qui fait glisser sur la première, qui là a une matrice, c'est ça qui était demandé dans l'énoncé du coup, hein, avec 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, voilà, exactement celle-ci. Et ben on pourrait mettre en fait n'importe quoi, on pourrait mettre des choses très compliquées, faire de la pondération, dire en fait les cellules qui sont sur la diagonale, elles comptent moins, parce que la distance entre un point et la diagonale, elle est plus grande que la distance à côté, donc il suffit juste de faire une pondération qui va bien pour ça. On pourrait prendre en compte l'état des cellules qui sont vachement plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que au final, la cendre, le feu peut sauter par-dessus une case, et les seules précautions à prendre, ce serait changer ça, et surtout après faire en sorte que sa base, en fait, la base dans laquelle il code les états, ce soit des choses assez grandes, pour que ça rentre dedans, quoi. Parce que plus on a de cellules de voisinage, plus on a d'états possibles plus on a de cellules possibles dans un état dans le voisinage, plus il faut un conteneur un peu grand, quoi. Et donc c'est pour l'intérêt de la solution, c'est bon. Après il y a la performance qui vient parce que effectivement les CPU, quand on fait une AINSOM là, comme dans son code, il y a une vectorisation des opérations qui est très bonne. Mais l'idée c'est que surtout c'est une approche qui est beaucoup plus générique, c'est un outil qui est beaucoup plus abstrait, qui permet de faire en fait un paramétrage extrêmement puissant sur les conditions, le voisinage.
Et, ça, c'est vraiment du coup quelque chose qui est intéressant. Pour répondre, du coup, j'ai vu la question, il me semble. Ouais. La base, en fait, il faut juste que la base soit plus grande que le nombre, que la somme totale de ce qu'il y a dans le voisinage, justement, dans la fonction kernel que j'ai montré là. Donc ici, c'était c'est 8, donc c'est une base 9 au minimum. Après, j'ai pris la base exa parce que pour récupérer le nombre qui m'intéresse, j'utilise. Si tu prends une base 9, le problème, c'est que l'opération à faire, ça va être une division entière et un modulo. Ça fait 2 opérations. Là, je me suis dit qu'en mettant une base exa, j'ai juste à faire un bit shift et c'est bon. Donc j'ai juste pris la base qui est multiple de la base binaire le plus proche. La base exa ici. Juste ça. Et sinon, oui, n'importe quelle base marcherait. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on allait d'utiliser du coup un outil qui est l'outil du projet de convolution qui fournit un réel, c'est-à-dire qui sait calculer des choses, qui prend un ensemble de nombres et qui fournit, on va dire, un autre ensemble de nombres, mais on va dire à l'état unaire, ça fournit un nombre. Et de se dire, mais le problème, c'est que là, on n'a pas juste des choses à l'état vivant et à l'état mort, donc on ne peut pas juste compter le nombre de cellules mortes, on veut compter plusieurs choses. Et donc l'idée, c'est de dire, on prend un nombre et on dit qu'on utilise les différents chiffres que compose ce nombre, les différentes positions des chiffres dans ce nombre, pour coder différents états. Et après, voilà, il y a les histoires de shift pour que ça tombe bien sur les bases de puissance n et tout ça, mais c'est un exemple assez intéressant de comment on peut optimiser une structure de données et comment on peut s'aider d'un outil pour faire un truc qui n'est pas forcément ce pour quoi il était prévu au départ, et ça montre que la convolution est un outil qui est très très puissant, suivant comment on code ce qu'il y a dessous, on va dire, et comment après on exploite les données que la convolution elle sort. Et du coup, pour revenir sur la partie conditions, alors j'ai pas joué sur j'ai pas essayé de faire des trucs pour le niveau 3, mais en effet, je peux changer le voisinage pour avoir quelque chose de plus grand ou d'asymétrique. Et pour les conditions, alors j'en parle pas trop au-dessus, mais en gros, ça là, chaque ligne ici représente une des conditions qui était dans l'énoncé. Donc là, c'est la ligne jeune forêt donne début de convolution si le nombre de débuts de convolution autour est plus grand que 1. Et ce si là, c'est cette partie-là. Et si je fais ça, par exemple, il va regarder, bon, 2 fois la même, donc c'est idiot, mais si je fais ça, il va regarder qu'il y ait à la fois une cellule en début de convolution autour et aussi une cellule en combustion autour. Donc a priori, je pourrais déjà jouer sur cette partie-là pour avoir autre chose, mais pas trop chercher, j'avais pas spécialement d'idée de règles à modifier pour voir ce que ça donnait, donc je vais pas trop essayer. Ok, bah merci beaucoup pour la présentation. Moi, je pense que c'est une super solution, que c'était vraiment intéressant. Et merci beaucoup pour le temps que tu as pris à faire pour la présentation. Sinon, on met un fichier Markdown dans le dossier avec les liens vers les submodules qui linkent pas. Après j'ai un compte GitHub, hein, c'est juste que j'utilise plus GitLab, donc je peux très bien aussi m'immerger, pousser mon code sur un GitHub faire un GitHub pour ça et le lien. Oui, bon, on verra ça un peu plus tard. Marche. Ok. Alors, est-ce que ça clôture le niveau 2 et qu'on passe aux gens qui ont peut-être des choses un peu plus originales à proposer? Ou est-ce qu'il y a encore des questions, des choses à dire sur le niveau 2? J'ai bien aimé, voilà. Tu veux montrer la solution à Julia ou tu penses que c'est pas la peine et qu'on a fait le tour? Comme tu veux, moi, c'est une solution un peu brute force, voilà, mais c'est vraiment pas opti du tout. J'ai plus testé les fonctionnalités de Julia qu'autre chose là-dedans. Donc voilà. Ouais, en particulier l'accumulation de singleton. Ouais, ouais, Ça serait effectivement, intéressant ouais. de savoir si la performance est similaire ou pas similaire avec une enum. Mais bon. Je sais pas, j'ai pas encore regardé aux enums, donc voilà. Mais faudra tester. Enfin, après, si vous voulez vraiment la voir, je peux la montrer, mais je pense pas que ce soit nécessaire.
Un petit rendu en emoji dans un terminal avec des lignes qui sont print à l'infini. Ouais, mais vas-y, mais très rapidement, pourquoi aussi Allez, l'occasion de let's go. parler de Julia, Mais pourquoi cet outil-là, quels sont les intérêts? Ouais, tout à fait. c'était pas toi, Tipsius, qui avait montré le rendu avec les emojis qui étaient Si, c'était moi. utilisés? C'était moi. Ah, mais C'était du moi. coup, t'avais fait à la main ou avec Euh, ton code? de quoi? Bah, le rendu. Ah, le rendu, au final, je l'ai fait. Bah, en soi, j'ai juste fait un équivalent d'un join, j'ai juste print les éléments un par un et j'affiche les lignes dans le terminal, mais j'ai pas réussi à trouver avec les text user interface et compagnie, j'ai pas eu le temps de voir avec Ah, ça. ok. Donc, attendez, hein, je recherche le truc et après je l'envoie. Ok. J'ai lancé le stream. Voilà. C'est le défi. Voilà. Donc je vais le mettre, je vais afficher mon code et ainsi. Pas la coloration, par contre, ça c'est chiant. Que j'ajoute Un ça. poil plus gros, ce serait mieux, je pense. Un poil plus gros, ok. Merde. Non, c'est l'autre. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, c'est vachement bien là. Sauf la colo, Ouais. mais pas grave. Ouais, la colo, ça, faut que je rajoute. Mais en gros, pour faire simple, j'ai fait un rendu en Unicode avec des emojis et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Euh, non, mais en gros, de mon côté, j'ai utilisé un type abstrait. Donc pour mon état, j'ai fait différents singletons pour mes états. Donc pour les états de la forêt, le feu, les cendres et pour le bord. Donc là, j'initialise juste mon monde avec des cendres partout et ma bordure. Là ici c'est pour afficher avec les emojis. J'ai aussi fait avec les codes couleur ANSI, mais ça rend moins bien qu'en emoji. Et donc pour l'évolution, donc j'itère sur juste le carré du centre en fait, comme avait fait un peu comme avait fait Vanini pour en mettant des zéros sur son bord. Comme ça, je peux prendre mon voisinage sans trop me casser la tête avec les effets au bord. Tiens, il y a eu un changement là, non? Ou ça. Bah là, sur cette partie-là du voisinage. J'ai peut-être changé les in, mais les in, j'ai peut-être changé l'Unicode en toutes lettres. Mais sinon, j'ai pas modifié. Ok. Donc voilà, ici c'est ma partie pour le voisinage. Donc je prends de i-1 à i+1, de j-1 à j+1 inclus. Et voilà, je compte le nombre de forêts qu'il y a autour, en sachant que le centre est compris dedans aussi. Donc plus tard, je vérifie s'il y en a 6 au lieu de 5. Et j'ai un booléen qui est mis à trou si jamais il y a du feu dans une case autour. Et puis après, c'est simplement un if else if assez brutal en faisant un random, en testant la valeur et en settant la case à la bonne valeur. Et je travaille sur 2 mondes. Donc ici au début, voilà, je fais une copie de mon monde. Comme ça, j'update mon monde, mais je teste les valeurs sur la sauvegarde. Ainsi, j'ai de nouveau pas le problème. J'update un monde qui vient d'être updaté. Et voilà. Et World, c'est un array abstract et tu fais C'est une un code. arrêt, ouais, c'est ça, c'est un Ah, arrêt de mon type abstrait que j'ai ouais. défini là-haut, voilà. Ouais. Donc c'est une arrêt à 2 dimensions de mon type abstrait state. Et, j'itère ici sur tous les axes pour set ma bordure si je suis au bord et mettre descendre sinon. Voilà. Et donc voilà, là c'est l'évolution rapide. Et pour faire un draw, j'affiche juste mon élément sans trop me casser la tête. Mais c'est clairement pas le plus opti, je le sais bien. Ouais, d'ailleurs, Ok. j'ai pas compris pourquoi je l'ai fait comme ça. Ah si, oui, j'ai compris. Et donc, voilà, après j'ai juste rajouté dans mon main, enfin avant le call à mon main, quelque chose pour gérer le SIGINT, parce que sinon il me met un petit backtrace pas très joli.
Mais voilà. Et une fois que je lance le programme, hop. Ah ouais, je refais un redirect vers DevNull. C'est pas fou. Clac. Et ici, pas besoin. Hop. Voilà. Ouais, un peu beaucoup là. J'ai. Ah, mes dimensions, ouais, j'ai pas rechangé. Hop, je vais mettre un 30 par 30, ça c'est gérable. 30 par 30, hop, voilà. Et ouais, il print un peu vite, donc j'ai mis en fait ici une variable pour limiter mes frames. Et donc je slip juste pendant un certain temps, quoi. Ouais, on voit Ainsi, ça bien permet de faire le l'évolution. fichage. Voilà, et là ici là ça roule déjà un peu mieux. Donc ici je sais juste limiter à 10 fps parce que sinon il y a l'affichage qui suit pas et c'est illisible en fait. Mais C'est là. sinon si on limite, ça va, on arrive à bien voir l'évolution. C'est assez graphique et c'est assez drôle à voir. Ouais, bah c'est sympa, voilà, ça c'était pour ça qu'il y avait le code d'emoji, c'était pour montrer qu'on n'avait pas besoin d'un contexte graphique OGL Voilà, ou c'est ça. pour avoir des résultats sympathiques. Ok, bah c'est cool. C'est très cool. Alors, peut-être, clairement, ça aurait clairement pu être possible, je pense. Certaines Maintenant, consoles ont du mal avec voilà, il y a l'effacement pas de rapide tes lignes. J'ai pas testé, à vrai dire, j'ai encore jamais fait de manipulation pareille, donc voilà. Mais j'ai pas eu le temps de tester malheureusement. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, ouais. Mais je voulais faire justement utiliser le wrapper d'Encursis pour gérer l'affichage correctement et juste update les caractères différents. Parce que ça aurait été beaucoup plus opti au niveau de l'affichage, j'aurais pu monter dans les FPS parce que là ici c'est lent quoi. Oui, c'est ça. Oui, et moi je suis bien content de voir du Julia. Voilà. Alors en gros, vite fait sur Julia, l'idée, vous dire pourquoi encore un langage, un nouveau langage. En fait, c'est un langage qui utilise c'est un front-end pour LLVM, donc un compilateur. Et donc c'est un langage, enfin Julia du coup est compilé just in time. Donc l'idée c'est que quand vous définissez une fonction en Julia et que vous l'appelez, la première fois que vous l'appelez, ça va être super lent parce qu'en fait il y a toute la mécanique d'optimisation du layer, donc Julia qui est dans le front-end lui-même, et toute la mécanique d'optimisation de LLVM qui s'exécute sur la fonction pour fournir un code compilé, quoi. Et par contre, dès que vous ferez un nouvel appel à la fonction, genre un deuxième appel à la même fonction, et ben LLVM utilise en fait ce qu'il a déjà compilé. Et ça veut dire que vous avez un langage qui est typé dynamiquement. Vous pouvez faire du type hinting, un peu comme en Python, sauf que là, il sert à quelque chose. Contrairement à Python, c'est juste de la notation. Là, vous pouvez définir quels sont les types de vos éléments. Et ça aide le compilateur en fait à choisir, à faire le dispatch pour avoir les bonnes fonctions sur les bonnes structures de données. Et donc en gros, le pari de Julia, c'est de dire bon ben, aujourd'hui les machines sont assez puissantes pour compiler au fur et à mesure. Et il faut avouer que dans le calcul scientifique, c'est super parce que est-ce que tu peux montrer ta fonction qui calcule qui parcourt les différentes cellules? Ouais. Laquelle? Les vols ou Voilà ça là, ouais, les vols. Ouais, ici, ouais. Tu vas te dire, oh là là, quelqu'un qui voit ça en Python par exemple, si un pythoniste qui voit ça, il se dit mais quelle catastrophe, deux forts imbriqués dans un langage avec un typage dynamique de haut niveau, la performance va être absolument catastrophique. Et là où Julia est assez fort, c'est qu'en fait, Julia, le front-end et l'LVM lui-même en fait lisent ça. Et sous réserve de certaines stabilités de type, sous réserve de certaines précautions qu'on prend sur comment on modifie les données dans les boucles,
en fait, la boucle for en question, elle va être vectorisée par Julia. Souvent, quand on écrit par exemple en Python et qu'on appelle NumPy, on définit un algo dans notre tête et on passe un certain temps à vectoriser cet algorithme, à le réécrire ou à l'écrire avec des matrices, des arrêts, des machins, pour pouvoir faire les opérations vectorisées à la chaîne, quoi. Et pour avoir un gros gain en performance. Et l'intérêt de Julia, c'est qu'on peut garder les écritures qui sont sous forme de boucle. Et en fait, LLVM et tout le front-end s'occupent de lire ça, de comprendre que c'est vectorisé, ils font la vectorisation. Et c'est à la fois un avantage et un gros inconvénient, parce que du coup, l'avantage, c'est que des programmes simples vont aller plutôt très vite. L'inconvénient, c'est que la performance en Julia est quelque chose qui est très contre-intuitif. Parce que déjà, vous appelez votre fonction la première fois. Et si vous benchez une fonction pour une fois, ça va être plus long que Python, ça va être catastrophique. Vous la benchez sur 100 000 fois, ça va être super efficace. Parce que derrière, ça sera aussi rapide qu'en C, en fait. Et l'autre truc, c'est que ça sert à rien, en fait, de faire des vectorisations, comment on appelle ça, des broadcasts et tout, sur les arrêts avec Julia. Sous réserve que vos arrêts ils soient pas d'un type abstrait, ce qui est un peu le problème de la solution qui est présentée ici, c'est pour ça qu'un Enum c'est mieux. Je ne sais pas comment LLVM en fait, je sais qu'il y a beaucoup de magie noire derrière avec le front-end et avec LLVM, c'est très compliqué de prédire la performance. C'est pour moi le gros désavantage du langage, c'est que quand on connaît pas, on se dit ouais, est-ce que LLVM s'en occupe? Est-ce que moi je dois le faire? En fait, la question c'est combien il est malin et sur quel cas il fait ce qu'il faut et sur quel cas il fait pas ce qu'il faut. Et c'est pas évident de saisir cette idée-là. Et donc voilà, c'est un langage qui est extrêmement prisé pour tout ce qui est calcul parallèle, tout ce qui est calcul scientifique. Il y a plein de libres pour taper dans le GPU, faire du calcul massivement parallèle sur plein de cœurs. Enfin, c'est un super langage qui a aussi des gros défauts. En particulier, la lenteur de la compilation de LLVM fait que dès qu'on fait un truc avec plein de fonctions, des interfaces graphiques et compagnie, c'est catastrophique parce que votre programme il va très vite. Et le premier lancement de votre programme, vous avez toute la chaîne de dépendance et tout votre code qui va être compilé par LLVM. Et ça peut prendre 8, 9, 10, 20 secondes quoi, pour les grosses livres. Donc vous avez 20 secondes de warm-up. Quoi. Et derrière, les fichiers que ça génère, vous ne pouvez pas les pré-générer et dire bah, une fois que j'ai fini mon truc, je le lance une fois, je vais aller taper dans toutes les fonctions que j'appelle, elles sont toutes compilées par LLVM, je bundle tout ça et je dis après à Julia d'aller taper dans une image précompilée, parce que les images précompilées, elles sont monstrueuses, parce que pour chaque signature de type de fonction, ça crée une nouvelle entrée dans le cache. Bref, bon, c'est un langage qui est très particulier et que si le calcul scientifique c'est un truc qui vous intéresse et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble un langage avec des grosses performances aussi abstraits que des langages comme Python et compagnie, c'est vraiment un langage amusant pour voir tout ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ok, bon, c'est vrai que l'heure tourne, je me suis un peu égaré sur Julia, par mon enthousiasme, pardon. Est-ce qu'on a du niveau 3 du coup? Des gens qui veulent montrer leur magnifique création du niveau 3. Yes, je sais pas s'il y a d'autres gens, mais pourquoi pas. Enfin, Vas-y, commence, je t'en prie. alors du coup, j'ai fait une implémentation du niveau 3 en TypeScript, du coup sur une grille en 2D. À la base, je suis parti, donc pour commencer, je suis parti du jeu de la vie et du coup, je me suis dit: «À partir de 2 états possibles, est-ce qu'on pouvait créer quelque chose d'intéressant, en jouant sur les conditions, sur l'état de vie ou l'état de mort?» Donc j'ai bidouillé un petit peu au début, pour voir ce que ça pouvait donner, bon, je me suis rendu compte assez vite que c'était compliqué d'émerger avec de nouvelles idées, en aussi peu de temps en tout cas. Du coup, j'ai augmenté, mon nombre d'états à 4 et en fait, j'avais en tête l'idée de flux marins et essayer de retranscrire avec des automates et en me restreignant uniquement en analysant le voisinage d'une case, si on pouvait créer un flux marin en fonction d'une vitesse, lente ou rapide, qui représente donc un état représente une certaine vitesse, du courant marin. Et donc, j'ai essayé à la base de mettre des conditions logiques, donc, si la cellule représente une vitesse faible, qu'elle est entourée de cellules, plus rapides, elle va devenir plus rapide et cetera. Bon, du coup, ça a fonctionné plus ou moins, c'était pas stable du tout et en fait, j'ai empilé beaucoup de conditions pour, au final, quelque chose qui marche très mal et du coup, j'ai totalement changé d'idée et je suis parti sur un truc qui peut s'apparenter, au principe du machine learning. D'ailleurs, je suis en train de partager le mauvais écran. Donc je suis parti sur le principe du réseau de neurones en gardant ces 4 états
Donc, si on suppose un état initial, qui est sur la gauche, donc, admettons que cette cellule, représente un état, lent, hein, donc un état de l'eau qui est, une vitesse de l'eau qui est lente. On va associer, à tous les autres, états potentiels que cette cellule puisse prendre, donc, soit rester le même ou en adopter un autre. On va prendre un poids, donc, qui est le même, que celui du principe du réseau de neurones. Donc on va tester ce poids avec une certaine condition. Donc là, typiquement, nous, c'est, sur cette cellule-là, on va compter le nombre de cellules différentes, donc, qui sont avoisinantes, et on va vérifier en fonction de ce poids, si ce poids, est inférieur au nombre de tel état, on va transcrire un nouvel état pour cette cellule. Et on va faire ça pour toutes les cellules, de notre grille, et donc pour chaque état différent. Donc pour un état, on a 3 poids possibles avec, donc on compte pas de quatrième poids, parce que si, donc là dans notre cas, si tous les états, intermédiaires retournent faux, on va garder l'état initial. Donc c'est pour ça qu'on a 3 poids pour chaque cellule, et donc pour 4 états différents, donc on a 12 poids possibles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, dans mon code, si je change de fenêtre, tac, tac, tac. Alors pourquoi j'ai pas VS Code? Donc en fait, ce que j'ai fait dans mon code, c'est, j'ai testé au hasard donc des valeurs de poids au hasard. Tic tac tac. J'ai pris des poids donc, totalement, aléatoires, et puis j'ai testé, heu, voir ce que le rendu donne pour essayer d'obtenir, un résultat escompté. Et donc bien sûr, à chaque fois que je fais le test, j'enregistre les différents poids qui ont été générés aléatoirement pour pouvoir, les récupérer, les utiliser, plus tard, si le rendu que je veux, correspond bien. Et donc du coup, on obtient, plusieurs cas différents, et ça c'est ce que j'ai trouvé intéressant avec l'implémentation que j'ai faite. C'est qu'avec des poids, plus ou moins aléatoires, on a des résultats assez différents. Donc là, par exemple, on a, alors est-ce qu'on voit bien mon navigateur? Oui, moi je le vois en tout cas. Ouais. Oui. Donc là, c'est l'état initial. J'ai juste mis, pour chaque état, à peu près 25 de chance, donc au début, qu'une cellule prenne, un état ou un autre. Et donc si on commence, on se rend compte qu'à partir, donc, en ayant sélectionné, des poids bien particuliers, on a une espèce de, j'appelle ça un océan de poissons, où on a, différents, si je mets pause, différentes entités qui vont se déplacer, spontanément dans une direction, unidirectionnelle, et des espèces de vagues qui apparaissent et disparaissent et qui génèrent, d'autres poissons. Et donc, ça c'est le 1er résultat que j'ai obtenu, donc après quelques essais, obtenus, donc avec justement la génération aléatoire. Mais on peut aussi avoir, d'autres situations possibles. Si je change les poids, sur l'exemple, on peut avoir des cas beaucoup plus, circulaires. Alors là, juste on voit mal. Et donc, ça c'était Faut vraiment arrêter, faut arrêter le LSD, hein. Comme oui, avait dit, c'est l'inconvénient. comme avait dit, Linec, je crois. Mais, et du coup, voilà, j'ai pas réussi à faire, finalement, enfin, j'ai pas suffisamment cherché, en faisant tourner la fonction, qui génère des poids aléatoirement, un système de flux marin. Mais on peut obtenir, juste avec, des poids, enfin des conditions, très abstraites, des structures assez, redondantes, ou heu, qui se rapprochent de structures qu'on trouve dans le jeu de la vie. Ah, les tourbillons là, c'est super, c'est super ta proposition là, moi j'adore. Il y a une forme je pense que il y a une forme de, oui, il y a de la périodicité et il y a presque même une forme d'autosimilarité en fait, dans le, enfin pas vraiment, mais je parle d'autosimilarité sur les conditions, à chaque point en fait. Non, c'est Ouais, vraiment intéressant. bah, en fait, les conditions qu'il y a que j'ai mises, alors hop, tac, 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 si je repasse sur mon code. Donc ça représente
comment on appelle ça? La couche intermédiaire du réseau de neurones, hein, si on garde le même exemple. Donc, pour chaque état, initial, donc là qui s'appelle current state, on va regarder, pour chaque autre état potentiel, si, le nombre de cellules voisines est supérieur au poids qui est donné, alors on va prendre ce nouvel état. Et si vraiment on n'a aucun cas qui est respecté, on va garder le même. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir, différents comportements possibles avec des poids différents et qui vont avoir des comportements différents. Niveau perf, sur un monde plus grand, ça donnerait quoi? Et c'est pas forcément maintenant, mais juste comme ça pour savoir. Alors, ça peut aller, là je suis sur un vieux coucou, ça tient bien à partir jusqu'à 512 par 512. Après ça commence à tirer un peu la tronche. Et tu as des structures qui tendent à être répétitives, enfin est-ce que tu as des cycles dans l'espace sur des grilles, grandes? Parce qu'on a vu qu'il y avait des cycles, avec des périodes en dimension de temps, quoi. Mais là, sur ta dimension d'espace, est-ce que tu as des patterns, périodiques aussi ou pas? Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question. Bah, quand tu lances sur des grilles plus grandes, est-ce que tu as des choses qui se répètent? À un En même instant? termes de forme ou, En termes de forme, ouais. Genre, là, c'est combien? C'est 30-30? Non, c'est combien? C'est là c'est plus? 100 par 100. 100-100, OK. Ça fait Mais vraiment du coup penser à pour des donner un ordre fractales. d'idée sur, le processus initial, donc là je mets ma fonction, qui donne un rendu totalement aléatoire. Alors attention, pour ceux qui sont épileptiques, ça peut faire un peu mal aux yeux. Mais on obtient très souvent des structures, très chaotiques. Donc, c'est pas très intéressant, mais des fois on voit émerger effectivement, des comportements assez particuliers. Et la plupart du temps, ça fait assez mal aux yeux, ouais. Ou alors ça fait absolument rien. Et donc, c'était le but, donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec, les réseaux de neurones, c'est sélectionner, le comportement qui est voulu. Donc du coup, contrairement aux réseaux de neurones où on corrige, les poids en fonction du résultat obtenu, là, vu que je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était plus, moi qui faisais un jugement et puis qui reprenait d'autres valeurs, complètement aléatoirement. Oui, parce qu'au sens strict, dans un réseau de neurones, l'idée, c'est de faire évoluer les pondérations entre les neurones, de manière programmatique. Et là, c'est pas le cas, si j'ai bien compris. Oui, 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 bien sûr. OK, OK, OK. Non, mais c'est l'idée, j'en génère plein et je sélectionne, quoi. Non, mais c'est Oui, bien c'est comme ça. idée. C'est la sélection, au lieu qu'elle soit programmatique, elle est humaine, quoi. Ce que tu aurais pu faire, par exemple, comme critère de sélection, c'était, stable ou pas stable. C'est-à-dire, si à un moment, tu touches un état stable, pas forcément intéressant. Si à un moment, tu as des approches cycliques, c'est intéressant. Ça peut être un critère d'évaluation pour le réseau de neurones, ça. Ouais, effectivement. Ah, c'est une super, proposition. J'aime beaucoup, en particulier les 2 premières démos que tu as faites. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur cette présentation? Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter quelque chose? Je suis en train de regarder si on peut avoir les hexagones de l'INEC. Je regarde. Je prépare ça, vite. Python. Ouais, Python. Ouais. Faut que j'installe Pygame. Ouais, moi c'est bon, je l'ai qui tourne là. J'ai installé ce qu'il faut et ça tourne. Bah du coup,
Ouais, puis je l'ai pas revu parce que Lazare la merge avant que je regarde, en fait. Alors par contre, il faut que je partage mon écran entier pour le coup. Non, pas celui-là, l'autre. Ah putain, excusez-moi, hein, je suis pas une flèche. Alors, ça marche? Et donc, ça a cette tête-là, la proposition de l'INEC. Alors, en termes de processing ou en termes d'affichage? Je pense que, alors j'ai pas lu, je suppose qu'on doit trouver quelque chose qui est sous la forme d'un graphe, en fait. Parce que derrière, encore une fois, hein, ces automates, on met des grilles. Une grille aux sources mathématiques, il y a un graphe qui lui est associé. Il faut juste que ce soit répétitif, en fait, répétitif dans l'espace. Je suppose que c'est ce qu'on va trouver. Alors, j'aurais dû le lire avant, j'ai pas été malin. Bah ouais, il y a des règles. Alors ça, c'est inattendu. En gros, alors, ouais, c'est ça, là. Ouais, mais les vertices, c'est dans la fonction de Pygame pour le rendu. Je pense que le secret, c'est la ligne 76 sur Get Neighbors. 0, 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Ah, j'ai l'impression que c'est un... C'est les coordonnées tes cellules qui sont sur le côté, en fait. Ok, ouais, d'accord. En fait, ouais, voilà, ouais, ok, alors c'est assez malin. On va faire un dessin pour essayer d'expliquer ce que c'est rigolo comme solution, pour pas s'embêter à faire des graphes ou des machins comme ça. Ouais, bien d'accord. En gros, l'idée, c'est de se dire que notre voisinage dans un machin qui serait carré, je ferme l'automate parce que ça bouffe du CPU à crever par contre. En gros, nous, quand on était sur la cellule, ici, notre voisinage, c'était donc tout ce qui se passe autour. Et je suppose que là, le jeu, c'est de dire que le voisinage, en fait, c'est ça. Celle-ci, celle-là, 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 celle-ci, celle-là, et pas ces deux-là. Ce qui fait un système, en fait, où une cellule, elle a bien ses 6 voisines, en gros. Ce qui correspond, en fait, si on regarde dans la liste qui est ici, là, je sais pas si VS Code est assez gros, je vais essayer de zoomer un peu. Hop. En gros, vous avez, pour la cellule ici, dans le voisinage, vous avez 0, 1, donc plus 1 sur l'axe X, ça c'est celle qui est à droite, c'est celle-ci. 0, moins 1, bah, c'est celle-là. Moins 1, 0, du coup, c'est celle-là. 1, 0, c'est celle-ci. Vous avez 1, moins 1 et moins 1, 1, qui sont 1, moins 1 et moins 1, 1. En plus, j'ai pris les bonnes. Magnifique. Et donc, en fait, c'est une technique pour pas s'embêter avec des structures de données plus compliquées. On reste codé avec un arrêt, on va dire, carré, je sais pas comment dire, un truc n par m, quoi. Et on dit qu'en fait, c'est comme si on cassait des liens entre les voisines. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en termes de graphe, par exemple, si on prend la solution d'Avanini et qu'on met un 0 ici et là dans son voisinage, c'est comme si on cassait tous les liens qui sont sur une diagonale, enfin sur cette diagonale ici, là, et on aura le même résultat, mais pas le même affichage. Et je suis en train de le ruiner d'ailleurs. Ok. Et donc voilà, c'est une manière rigolote et très simple de rester vraiment dans l'optique d'être proche du système classique, de juste, on va dire, casser des liens. On casse les liens dans les diagonales, et ça fait en fait derrière le graphe qui correspondrait, qui est attaché à cette grille,
c'est un graphe, faut dire, hexagonal ou une cellule acivoisienne. Donc c'est une solution plutôt très fun. Et je suis bien content d'avoir ouvert ce code, du coup. Oui, tout à fait. C'est le code de l'index, ça, on est d'accord. Oui, j'ai décidé de bafouer le droit d'auteur et de présenter le code de présenté l'INEC le quand mien même. Dans l'affichage, il fait quoi du coup? Dans l'affichage, il dessine plein d'hexagones avec les fonctions de Pygame, je suppose. Hexagon Tools. C'est quoi Hexagon Tools? En fait, il fait un fil de polygone. Ah oui. Oui, Donc, tout en à fait, fait. Ouais. il prend les arêtes avec sa fonction verticale et il utilise ces arêtes pour créer une surface avec fil polygone qui est de Ouais. Pygame. Effectivement, je pensais que c'était un truc qui était dans Pygame, parce que je connais pas, mais le GoToDef m'a dit que ce n'était pas le cas. Donc en gros, voilà, à partir de la coordonnée d'un point et de la taille du truc, avec les bons offsets, on arrive à trouver différents points de l'hexagone, quoi. Ok. Y a-t-il d'autres gens qui veulent soumettre une proposition pour le niveau 3? Moi, sinon, ça fait un moment qu'on y est, on peut éventuellement dire qu'on s'arrête ici. Donc je fais un truc, mais c'est pas très très intéressant. Je vous mets le lien directement. En gros, c'est un... Alors, si je voulais le faire plus compliqué, mais j'ai essayé de le faire en Rust et en WebAssembly, et ça m'a pris la tête, parce que je n'ai pas habitué à faire ça. Mais en gros, il n'y a rien qui oblige dans les automates à avoir un nombre fini d'états ou prédéfini à l'avance. Vous pouvez dire qu'à chaque case de l'automate, vous attachez un entier, en fait, par exemple. Et l'entier, il sera aussi grand que ce que peut contenir un entier sur votre système, donc un U32, par exemple. Là, l'idée, ce qui est simulé là, c'est un objet mathématique qu'on appelle les sand piles, donc les piles de sable. Et la règle, elle est très simple. Les cellules qui contiennent 0, 1, 2 ou 3, donc comme si elles contenaient 0, 1, 2 ou 3 grains de sable, restent à l'état où elles sont. Et quand une cellule possède 4 grains de sable, j'aurais dû garder ma grille, pas très malin. Si ma cellule au centre, elle possède 4 grains de sable, elle va en donner un à cette cellule-là, un à cette cellule-là, un à cette cellule-là et un à cette cellule-là. On appelle ça le toppling. En gros, c'est comme si elle s'effondrait, quoi. Comme si vous pouvez mettre un objet, 2 objets, 3 objets, c'est stable. Dès que vous mettez le 4e objet, ça s'effondre et ça se répand sur les bords. Et au milieu, c'est 0 du coup? Ouais, au milieu, ça devient 0. Donc c'est pas une simulation d'un phénomène réel. Et ça s'appelle sandpile plutôt pour illustrer, parce qu'effectivement, quand un truc s'effondre, ça crée pas un vide au milieu. Là, à la fin, si ici il y a 4 dans la cellule, à la fin on a 0, 1, 0, 0, enfin 1, pardon, 1, 0, 1, etc. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, le 4 se transforme en 0, ce qui n'est pas un comportement qu'on pourrait attendre dans le monde réel. Les choses ne s'effondrent pas plus haut sur les bords qu'au centre. Et c'est la seule règle en fait. C'est que dès que vous avez un machin où il y a plus de 3, on va dire, où il y a 4 ou plus grains de sable, elle se topple et hop, elle les donne à ses voisines. Et c'est tout, c'est la seule règle. Et ça fait des patterns qui sont super intéressants. Il y a plein de questions ouvertes sur cet objet mathématique-là, sur les valeurs moyennes, sur la densité du truc, etc. Ah mais je l'ai fermé parce que ça bouffe du CPU à crever, encore une fois. Et voilà, on peut monter le nombre de cycles que ça calcule par frame, pour aller un peu plus vite. Et donc là, tout ce qui est bleu, en fait, c'est 0, 1, 2, enfin 0 c'est noir, pardon. 1, 2, 3, c'est les 3 bleus. Et ensuite, il y a 4, 5, 6 qui sont dans les couleurs chaudes. Donc ça indique là où il y a du mouvement, quoi, on va dire, où les cellules vont s'effondrer à l'état d'après. Et donc, voilà, ça fait vraiment ce genre de pattern un peu en espèce de triangle là qui sont autosimilaires. C'est-à-dire que si j'en générais sur une très très grande grille,
J'ai une Ça question ferait pour des toi. choses. Tu Ouais. commences avec quel état initial? Mais j'aurais dû commencer par ça. On commence avec la cellule du centre ici, qui est une énorme pile de grains de sable. Une pile de plein de grains de sable au centre. Oui, j'ai totalement oublié de présenter, effectivement. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas dans un nombre restreint d'états. On peut mettre les valeurs qu'on veut, et là, dedans, je mets, bah tiens, là-dessus, il y en a, je sais pas, 100 000, 10 000, peu importe, size of truc. Et voilà, donc ça se répand en permanence. C'est une source inépuisable, en gros. On peut faire des trucs intéressants avec ça, que je voulais faire, mais j'ai pas eu le temps, en particulier quand on en met deux et qu'ils se collisionnent ou quand l'espace est restreint, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est de... Oui, absolument. Le nombre de grains dans toute la surface est constante. Tant qu'on n'en ajoute pas, tant qu'on n'en enlève pas manuellement en interagissant avec le monde pragmatiquement, quoi. Si on part d'un état initial et qu'on laisse tourner, déjà on arrive à un état stable quand le monde est restreint. Et quand le monde est infini, on arrive aussi à un état stable parce que tout s'épuise. Et le nombre de grains de sable dans la surface est absolument constant, oui. C'est vraiment comme une grande colonne d'objets qui se répand avec des règles un peu bizarres sur la surface. Et voilà. C'est vraiment intéressant de se faire écrouler des tas les uns sur les autres ou de regarder comment ça se passe quand les... Tu dis que tu l'as fait en Rust, t'as profité du langage pour faire du multithreading? Non, j'ai profité de que dalle, c'est très mal fait parce que c'est pas évident et j'aurais bien du mal à le faire en multithreading d'ailleurs parce que c'est comment qu'on fait? C'est compliqué. Le Rust est prévu pour normalement. Tu fais pas du Rust si t'as pas besoin de faire du multithreading. Mais là, dans mon algorithme, c'est difficile de séparer de diviser la tâche en plusieurs tâches indépendantes. Ah, ça mon ami. Je l'ai fait en Rust parce que je voulais apprendre. Je vois pas trop comment on peut vectoriser, comment on peut paralléliser ce genre de choses. Bah, normalement, t'as toujours t'as un état 1 et t'as un état n, enfin t'as n et un état n plus 1, quoi, on est d'accord. Oui. Et le calcul de ton état n plus 1 ne repose que sur l'état n. Oui. Bah ton état n, tu le divises en 4. Oui, alors effectivement, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Mais alors du coup, le truc, c'est que par contre, faut faire gaffe que il y a une interaction quand même entre les traits dans la mesure où faut accéder à la mémoire du voisin quand il y a un toppling qui se fait entre zones, quoi. Mais oui, effectivement, on pourrait le faire du coup, oui. Bah si justement, bah si tu calcules tout le temps, si t'as un état n stable et un état n plus 1 stable, c'est juste que en fait, tu lis sur l'état n pour écrire sur l'état n plus 1. Donc t'as pas de lecture et écriture simultanée sur le même état. Tu dois juste attendre que tes 4 threads ils aient terminé de chacun faire leur quadrille pour passer à la suite. Ouais, allez, oui d'accord, allez, Voilà, c'est n. voilà. C'est n, c'est divisé en 4 plus 1, quoi. Ouais, mais après, du coup, il faut se cogner le merge, du coup. Faut aller additionner les résultats bord à bord, quoi. Bah non. Si, parce que quand tu travailles sur la cellule d'index IJ, tu peux aller modifier I-1J, I plus 1J, Oui, mais IJ-1 et justement, non, mais IJ+1. justement. Ah oui, d'accord, OK, donc dire ça Donc comme ça. c'est un peu plus subtil que juste diviser il faut faire Donc tu en dois fait, aller incrémenter dans la nouvelle truc. Donc soit tu fais sur des machins indépendants et tu colles bord à bord, soit tu décides de faire un sémaphore quand tu écris sur le bord, ou je sais pas, enfin, c'est quand même pas si trivial que juste diviser en 4. mais même, tu sais, en fait, j'ai une solution toute simple pour toi. Tu rajoutes une case vide. Tu rajoutes une ligne vide entre 2 trucs. Ça te fait un endroit où tu peux aller écrire et après tu peux fusionner les 2 lignes ensemble. Ouais, donc il faut les coller bord à bord, quoi. Ouais. Ouais, non, je dis pas que c'est pas faisable, hein. Je dis que c'est...
Ah ouais, non, mais attends, c'est 1000 itérations par frame là. Hein. Aussi, notre optimisation, c'est justement, tu n'as pas, t'as pas besoin de calculer, t'as de la symétrie. Oui, mais parce que là, parce que ma condition de départ est symétrique. Ouais, mais justement, parce que ta condition de départ est symétrique, tu peux ne calculer qu'un quadrille, et après faire réimprimer le truc avec des rotations sur les autres côtés, quoi. Oui, non, mais on peut carrément faire mieux. Hein. Et c'est très naïf comme truc. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Hein. C'est joli, en tout cas, c'est joli. On tirait une, Ok. on tirait une pochette d'album de musique des années 80. Mais sinon, moi, je passais juste pour vous dire un merci d'avoir participé au défi. Oui, il y a eu plein de gens qui ont proposé des trucs, c'est cool. Et ça m'a fait plaisir aussi. Merci à Trifaz et à Dionir. De rien. Comment ça se prononce ton pseudo? Mjolnir. Merci à Mjolnir et à Trifaz pour avoir présenté. Donc moi, je vous suivais un peu de loin et j'ai vu que votre micro était souvent désactivé. Activé, du coup. Du coup, un grand merci à vous. J'en prends bonne note pour les prochains sujets. Pas forcément similaire sur le sujet, mais aussi similaire sur la forme, avoir découpé le truc en 3 niveaux, par exemple. Je crois que les gens étaient plutôt positifs en début de live. On a demandé le système des 3 niveaux, est-ce que c'est intéressant ou pas. J'ai lu les commentaires dans Ok. Ouais. le local de micro. Très bien. Du coup, merci à tous, et du coup, moi, je retourne vaquer à mes occupations. Bonne soirée. Bon courage. Bon mémoire. Ok, très bien.